Personnel d'abord, je pense un sentiment de fragilité de nos sociétés. On a l'impression que nous vivions globalement bien à l'échelle du monde, et puis un virus désorganise complètement la société, désorganise complètement les relations sociales, les relations économiques, l'enseignement, etc. Et si on nous avait dit il y a un an de cela qu'on allait tous travailler à domicile, sortir avec des masques dans la rue, personne ne l'aurait cru, personne ne l'aurait imaginé. Et donc on voit que tout d'un coup, alors qu'on a l'impression d'être fort, nos sociétés sont probablement plus fragiles. C'est une première chose. À titre plus personnel, un sentiment probablement d'être privilégié. C'est peut-être des choses dont je peux avoir conscience par le passé, mais de voir les conditions dans lesquelles on peut supporter le confinement, on peut supporter le télétravail, etc., dépend fort de la situation socio-économique dans laquelle on se trouve. Et puis, ben voilà, on se trouve parfois dans des situations plus confortables qui rendent les choses plus vivables. Et à certains moments, même, on sentait que certains, dans la première phase du confinement, au mois d'avril, mai, juin, se félicitaient de cette situation, de cette espèce de nouvelle liberté. Mais cette nouvelle liberté est réservée à quelques-uns et certainement pas à l'ensemble, que du contraire. Et donc, cela traduit une dichotomie qui existe dans notre société. Et puis, là aussi, à titre encore peut-être plus personnel, c'est des proximités familiales, c'est de se rapprocher ou d'être attentif aux proches. Et je pense à mes parents notamment, hein, qui avaient une activité sociale et qui tout d'un coup se sont retrouvés sans activité, sans plus voir personne, et donc d'investir du temps pour être avec eux. Et puis, lorsque on est dans cette ambiance ou dans cette situation très générale, et puis avec peut-être ou certainement des problèmes de santé, avoir pour finir des discussions très profondes, à pouvoir parler de manière sereine de questions qui touchent à la mort, à organiser, à penser les choses, à mettre des mots là-dessus. Et ça a été des moments qui, je pense, ont été possibles parce qu'on se trouvait dans cette situation un peu hors de l'ordinaire et exceptionnelle. Écoutez, pour moi, je vis dans un pays qui n'est pas le mien. Je vis normalement loin de ma famille. Donc, dans un contexte, cette crise m'a fait vraiment me sentir encore plus loin de ma famille parce que je ne veux pas être près d'eux pendant vraiment des situations très difficiles pour notre famille. Mais en même temps, je me suis sentie plus proche que jamais avec le reste du monde. Parce qu'on était vraiment tous au même bateau, peu importe où on vit, de quel contexte on vient, quelle est notre race ou quel est notre âge. Donc, vraiment, j'ai vécu plus profondément que jamais, même si je suis dans le secteur social, l'empathie. Donc, je pense que j'approche maintenant mon travail et ma vie personnelle avec une expérience d'empathie et une notion d'inclusivité plus profonde que jamais. Alors, comme juriste, je dirais que la première chose qui me frappe, c'est au fond, quel est le matériel qu'utilise un juriste. Ce sont des textes de loi, des textes de décrets, d'ordonnances, des textes d'arrêtés royaux, des textes d'arrêtés ministériels. Et quand on regarde tous ces textes-là, quand on regarde, par exemple, la charte des usagers dans le Code de l'action sociale et de la santé wallon, par exemple, hein, pour ce qui concerne les aînés, eh bien, on se rend compte qu'on a de très beaux textes. Et donc, je dirais que la première chose qui me frappe, c'est l'écart qu'il y a entre les textes. Et quand je regarde même les textes de cette période
que ce soit des arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux ou d'autres choses, ou même au niveau régional. Je suis frappé par la qualité, par exemple, des justifications que l'on donne au texte. On voit qu'il y a un réel souci de prendre en charge des situations qui sont difficiles pour l'instant. Mais en même temps, quand on regarde dans la presse, on est frappé par un ton extrêmement critique à l'égard de l'action des personnes qui sont en responsabilité. Et donc, il y a, me semble-t-il, une question liée à l'écart entre les textes et leur mise en œuvre. Et on ne peut pas simplement dire qu'il s'agit d'une question budgétaire. Je crois qu'il y a au-delà de ça une manière d'exercer des responsabilités, une manière de mettre en œuvre les choses qui probablement est à interroger. La deuxième chose, c'est la chronologie de l'ensemble de tous ces textes. Ça fait dire qu'il y a une vitesse de réaction, une vitesse d'action. On peut se demander si cette vitesse d'action ou de réaction est une vitesse qui soit adéquate. Pour vous prendre un exemple, ici dans le Manitoba, on est à peu près au milieu de nulle part. Donc, il y a des centaines, des milliers de kilomètres entre les prochaines grandes villes. Et donc, on a vu arriver la pandémie un peu comme celui qui se trouve dans le désert et qui voit arriver la grande tempête. Mais malgré ça, on peut se demander si on a vraiment préparé les choses. On est dans un monde extrêmement connecté, on a beaucoup d'informations qui viennent de tous les côtés. Et malgré ça, comment se prépare-t-on? Et se prépare-t-on à temps? Ça a été une question. La troisième chose, c'est la complexité du cadre institutionnel et juridique belge. Tout d'un coup, quand il y a une crise, on ressent le besoin d'avoir des accords de coopération ou en tout cas de les activer. On ressent le besoin d'avoir des données qui soient des données standardisées, uniformisées entre les différentes régions. On ressent le besoin de se donner des cellules de crise qui soient plutôt nationales. Je suis frappé que dans les textes, on parle des besoins vitaux de la nation et en premier lieu, et puis des besoins des personnes. Donc, il y a là autant on a peut-être des réformes institutionnelles en Belgique qui vont vers un mouvement de centrifuge. Tout d'un coup, quand il y a une crise, quelque chose, eh bien, on a un mouvement qui est plutôt centripète. On se remet à travailler ensemble d'une certaine manière. Et dans tout le pays. Probablement parce que la crise nous dépasse très largement. Elle est une pandémie. Par rapport à mon regard sur le monde, je pense que la première vague m'a surtout montré le mouvement de solidarité majeur qui s'est fait dans les hôpitaux, dans les maisons de repos et dans la société de manière globale. Donc ça, je pense que ça a été quelque chose de très positif qu'il faut mettre en avant. Et j'avoue qu'il m'a fort touché, comme les applaudissements qu'on faisait vers 18h, par exemple. Un jour, j'ai fait une après-midi où j'étais assez fatigué, où on avait beaucoup de travail. Et ça m'a vraiment motivé. Donc ça, je trouve que c'est important. Je pense que ça a remontré l'importance de la société sur la santé. La santé reste éminemment important, mais je pense que ça a été une piqûre de rappel importante quand même par rapport à ça. Et je pense également qu'on doit peut-être fondamentalement changer les choses sur notre dépendance économique et matérielle par rapport aux pays d'Asie. Et là, évidemment, je parle des pénuries d'équipements de protection qui nous a beaucoup impacté pendant la première vague. Mais dans le regard que je porte sur le monde, c'est surtout, je pense, le problème de communication qui pour moi a été mis à l'avant-plan, quels que soient les endroits du monde, à l'échelle individuelle par État, mais aussi de communication entre les États. La communication, elle a été faite
pour moi, en tout cas, si je prends juste à l'échelle belge, puisque c'est celle que j'ai vécue et je ne me permettrai pas de juger dans les autres États, à l'échelle belge, moi, ce qui m'a le plus perturbée, c'est que la communication n'était pas faite non pas en fonction des besoins des uns et des autres, mais en fonction des disponibilités en matériel. Si je prends par exemple les masques, il était évident que ces masques étaient indispensables dès le départ, mais le discours a été modifié de par le manque de masques en possession de la Belgique, qui n'a pas été capable de distribuer les masques à la population. Et donc, ça, je trouve que ça a été vraiment extrêmement dommageable, d'autant plus qu'on avait une réserve de masques, que le Comité national de bioéthique avait émis un avis disant que ces masques devaient être renouvelés et que ça n'a pas été fait. Et donc, le regard sur la Belgique et sur le monde en général, c'est que finalement, je trouve qu'il n'y a pas eu vraiment de considération du citoyen, puisqu'on a donné des informations qui, en tout cas, qui étaient partielles. Je ne sais pas si je vais pas dire mensongères, c'est peut-être un peu excessif, mais de se dire que finalement, les informations qu'on a données étaient non pas des informations en fonction de ce qui était nécessaire de donner de manière objective, mais qui étaient données en fonction de ce qui arrangeait le politique pour ne pas discréditer le politique. Et donc, je trouve que par rapport à la vision du monde, c'est une rupture entre le monde politique et le citoyen. C'est que le citoyen, finalement, n'était jamais qu'un figurant, n'était considéré que comme un figurant de la crise qui devait, quelque part, accepter les recommandations et les décisions qui étaient fournies. Fondamentalement changé mon métier, d'abord, celui de professeur, puisque en plus professeur dans l'enseignement supérieur et professeur dans une haute école avec une destination d'apprendre. Je suis professeur de pratique professionnelle, donc je suis essentiellement dans des séminaires où j'apprends le métier à des étudiants, j'ai des étudiants plutôt à apprendre un métier d'éducateur à partir d'expériences, à partir de stages, à partir de ce qu'ils vont raconter et travailler de leur expérience et à partir de ce qu'ils vont en petits groupes pouvoir analyser et les pistes qui vont se renvoyer les uns les autres. Donc ça a fondamentalement changé. D'abord parce que d'emblée, à la première crise, les lieux de stage se sont fermés, notamment tous ceux en maison de repos, puisqu'on a quand même beaucoup de stagiaires éducateurs qui sont dans des milieux tels que les maisons de repos. Donc la fermeture de ces lieux de stage qui nous a mis dans l'incapacité de vivre, d'apprendre le métier à travers la pratique. Et puis alors après, la difficulté qu'on est dans un métier de relation et que cette coupure-là de présentiel, de pouvoir se voir, de pouvoir se raconter, mettait en difficulté cette partie fondamentale du métier de l'éducateur. Donc ça a fort changé ça. Au niveau social, alors ça nous a de suite mis en question par rapport au fait, nous sommes des éducateurs spécialisés, est-ce que nous n'avons pas la possibilité d'apporter quelque chose aux différents secteurs qui sont en train de souffrir de cette crise sanitaire? Et donc au niveau de la haute école et du CFEL en particulier, mais d'autres sections l'ont fait aussi, celle des infirmiers, nous avons proposé rapidement en mars d'être bénévoles, de pouvoir aller prêter main forte, soit en tant qu'étudiant pour nos étudiants, soit en tant que formateur dans différents services. Et on a lancé un appel à tous nos collaborateurs de stage. C'est comme ça qu'on a eu quelques réponses, très peu finalement au niveau d'éducateurs spécialisés, mais quelques réponses notamment de maisons de repos et que je me suis rapidement alors engagée dès le mois d'avril comme bénévole dans une maison de repos. Parmi les maisons de repos qui nous avaient sollicité, en fait, je ne l'ai pas choisi, j'ai pris celle qui était près de chez moi, puisque c'était le moment où on devait limiter aussi nos déplacements. Et donc, je me suis retrouvée alors à mi-temps, je dirais, j'allais tous les matins à la maison de repos en tant que bénévole. Et donc, j'avais assez rapidement donné mes compétences en disant je ne suis pas aide-soignante, je suis éducatrice. Et donc, ce que je me propose de faire, c'est de la papote
puisque c'est un sujet sur lequel j'avais déjà beaucoup réfléchi dans le travail relationnel avec les personnes âgées. C'est de la papote en individuel, puisque à ce moment-là, toutes les activités étaient supprimées, les visites avec les familles étaient complètement supprimées. Donc, je passais de chambre en chambre, prioritairement auprès des personnes dont qu'on m'avait renseigné en me disant, tiens, ce serait bien que tu ailles chez cette personne-là ou cette personne-là. Et donc voilà, et depuis, j'ai un peu arrêté pendant juillet-août parce qu'il me semblait que tout allait reprendre son cours. Et puis on s'est rendu compte que ça ne reprenait pas le cours tel qu'on l'aurait voulu. Et donc j'ai repris ici il y a quelques semaines, je suis retournée dans la maison de repos. Donc ça a changé à la fois mon métier de formatrice et puis ça m'a ouvert une porte qui est celle de pour pouvoir faire un peu de ce que j'imaginais important de faire avec des personnes âgées, de par la recherche que j'avais menée. J'ai un petit peu réfléchi à cette question et je trouve que c'est, pour le moment en tout cas, puisqu'on est encore en plein dedans, finalement, c'est difficile de répondre à cette question. Moi, j'ai l'impression que je suis encore plus convaincu qu'avant que les relations personnalisées qu'on a les uns vis-à-vis des autres nous maintiennent en bonne santé, voire même en vie. Et donc, je me rends compte que dans le confinement, on a mis les personnes âgées dans une situation extrêmement difficile. Ils ont été coupés de leurs relations familiales, de leurs activités. Le personnel de soins était masqué. Et donc, les contacts sont considérablement appauvris au niveau de la relation, au niveau de la personnalisation des relations. Et je trouve que ça a été assez violent par rapport aux personnes âgées. Donc voilà, ce que j'ai appris, c'est à la fois que finalement, même dans notre société hyper technocratique, on n'est pas à l'abri de coups durs et qu'il faut un petit peu d'humilité et que l'essentiel, c'est d'essayer de maintenir une humanité debout et la dignité humaine au centre de toutes ces difficultés. Ce que ça a changé, c'est que d'une part, ça a changé beaucoup de choses et d'autre part, ça n'a pas changé grand-chose, si je puis dire. Ça a changé beaucoup de choses parce que ça a évidemment questionné tout notre quotidien. Ça nous a forcé évidemment à changer la manière dont on était, dont on vivait, dont on considérait nos rapports sociaux, la manière d'échanger, les contacts qu'on pouvait avoir et la manière de concevoir une relation comme dans un autre modèle que celui du face-à-face uniquement. Et en même temps, ça n'a pas trop changé, voire même ça a révélé des choses dans la mesure où cette période de crise, on peut appeler ça comme ça, a mis en évidence des choses qui étaient déjà existantes auparavant et qui étaient déjà des thématiques que certaines personnes désiraient mettre en avant du débat. Et donc ce confinement particulièrement a exacerbé beaucoup de choses, surtout dans les problématiques de précarité et aussi de problèmes qu'on pouvait avoir dans le système de soins à l'heure actuelle. Ça n'a pas beaucoup changé mon regard, mais ça a confirmé beaucoup de mes intuitions et de mes ressentis. On est, je pense, en ce qui me concerne, on est vraiment dans une société du chiffre et des nombres. Quand on voit ce qui se passe, on nous passe des graphiques avec le nombre de morts, avec le nombre de personnes hospitalisées. C'est tout le temps des nombres et des chiffres et on ne parle jamais de l'humain, ou très, très, très rarement. Maintenant, au bout de 8 mois, on commence à parler des conséquences du confinement, notamment sur les humains. Mais pendant 8 mois, on n'a parlé que de chiffres et je trouve que c'est vraiment déplorable parce que notre société, c'est quand même une société d'êtres humains. Pour le moment, c'est toujours comme ça. Quoi dire d'autre? On a eu énormément de soucis par rapport aux relations justement sociales qui ne vont pas s'améliorer, je ne pense pas, parce que, en tout cas, en ce qui concerne les personnes âgées, j'en connais beaucoup et j'en fais partie. Le confinement nous convient bien.
on a retrouvé une forme de liberté totale. On nous a enlevé beaucoup de liberté, mais pas la liberté de penser, ni la liberté de devenir qui on est au fond de nous-mêmes, puisqu'on a eu beaucoup de temps pour faire une sorte d'introspection et puis se dire, tiens, finalement, bah, ça, non, ça, non, ça, non. Et puis maintenant, on n'a plus de magasin, on ne peut plus aller au restaurant, on ne peut plus se réunir. Donc, on est obligé de trouver des alternatives. Je dois aussi avouer que je connais beaucoup de personnes qui ne respectent pas vraiment les consignes. Et je crois que j'en connais aucune qui les respecte. Bon, évidemment, mes relations sociales sont fort limitées pour le moment, mais on a quand même encore le téléphone, et puis Internet. Et puis, voilà, je crois que la société vers laquelle on va, soit ça ira bien parce que tout ce qui est alternatif et tout ce qui est humain va prendre le pas sur le chiffre, ou bien on va être démoli par les chiffres. Mais démoli, ça sera votre génération à vous, hein, c'est les jeunes. Ça fait prendre conscience que le monde est fragile et donc à révéler l'impuissance des États face à ce virus. Tout le monde était déstabilisé, la situation était incertaine, on n'en avait jamais vécu de semblable. On se croyait à l'abri d'une crise sanitaire mondiale et on constate que ce n'est pas du tout le cas. Et les systèmes de santé n'étaient pas vraiment à la hauteur. Il y a eu un manque de prévoyance. On parlait plus pressé. Et puis la peur s'installe. La peur dans les familles, la peur vis-à-vis des personnes âgées et l'angoisse, bien sûr, de la mort. Là, on réalise que le monde a toujours cherché à produire plus, à gagner plus et que seul le profit a compté. Et voilà, l'impact maintenant va être économique, politique, social. Il y aura des conséquences immenses. On aurait pu s'attendre du côté médical. Je ne dis pas qu'il faut y avoir un acharnement total. On aurait pu attendre du côté médical, qui est pourtant mon domaine, d'avoir beaucoup plus d'empathie, d'être beaucoup plus présent, de ne pas sélectionner les patients à une époque et de négliger toute une partie de la pathologie de la population. À un moment donné, il n'y en a plus que pour le Covid et d'autres patients sont décédés alors qu'ils auraient pu être, je suis tout à fait d'accord, ma mère avait 89 ans, elle n'aurait pas été probablement prolongée jusqu'à 120 ans, mais je pense que la façon dont on l'a laissé tomber à ce moment-là, alors qu'elle était absolument Covid négative et qu'elle n'a absolument pas été prise en charge et qu'elle est morte non seulement dans la solitude due à ce confinement, mais dans vraiment de la souffrance physique et morale, est assez interpellante, frise la maltraitance et franchement, on est terriblement choqués dans la famille. Mais moi, je dirais, mais plutôt que cette crise a fait accentuer des phénomènes qui étaient déjà là, qu'on décelait déjà avant cela. Et j'ai constaté, je dirais tout d'abord, un effondrement de nos repères. Nos repères aussi bien au niveau temporel, au niveau des horaires. Je trouve qu'on a été complètement désorganisés dans notre vie au quotidien. On ne savait plus quel jour on était, on savait plus... les horaires même scolaires ont changé. J'ai des enfants en humanité et puis à l'université. Tout ça a changé. La crise a bouleversé notre train-train quotidien et donc des éléments... de notre vie qu'on pensait immuable, inchangeable, immuable, ont été, se sont arrêtés du jour au lendemain. Et ça, je trouve que ça a provoqué un sentiment d'instabilité, je trouve, et de peur, et aussi de remise en question. Je trouve que, oui, on a ressenti, moi j'ai ressenti de la peur pour notre avenir et je vois mes enfants aussi ressentent ça. Les éléments sur lesquels on se fondait se sont arrêtés. Pourquoi est-ce que le reste, tout ce qui va avec ne s'arrêterait pas aussi? Et donc voilà, on se remet en question, on se demande ce qu'il faudrait changer, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là.
Hein, on savait bien, avec les enjeux planétaires également, hein, que ça engendre. Hein. Donc, on savait bien que les scientifiques nous disaient depuis bien longtemps ouais, qu'on allait droit dans le mur. Mais voilà, je trouvais que c'était la première fois qu'on ressentait peut-être de façon violente les premiers effets justement de ce dérèglement dans nos modes de vie. Et je trouve que cette peur, elle a aussi été renforcée, en tout cas pas assumée, j'ai envie de dire, par nos pouvoirs politiques. On a eu l'impression que la crise, elle était gérée de façon aussi, enfin, eux-mêmes, je pense, étaient menés par la peur. Et donc, on a eu l'impression que cette crise a été gérée d'une façon très improvisée, finalement. On ne s'est pas senti pris en charge. Quand on voit la gestion du stock de masques, des testings, voilà, et je pense que ça engendre une perte de confiance à l'égard de nos instances politiques, et ça, je pense que c'est dangereux. Ça, je pense que ça renforce encore cette peur qui engendre un repli sur soi, une agressivité aussi. Moi, je trouve qu'on a ressenti très fort une agressivité dans le comportement des gens, dans les magasins, si malencontreusement on s'approchait un peu trop de quelqu'un, on se faisait parfois, encore maintenant, remettre à sa place. Et donc, voilà, moi je dirais qu'il y a comme premier élément cette peur et cette perte de confiance dans nos instances politiques qui sont un risque pour notre démocratie et la stabilité de notre société. Ça, je trouve que c'est un élément vraiment qui a été mis en évidence par la crise. Et puis aussi, j'ai été frappée par un deuxième élément qui est que l'on vit dans un monde où on n'accepte plus, où le risque n'a plus sa place. C'était déjà quelque chose qui existait. Hein, je trouve qu'on s'assure pour tout, on a toujours peur d'entreprendre quelque chose par peur des conséquences négatives et je ne sais pas moi, des procès qui pourraient nous tomber sur le dos pour un accident quelconque. Donc, je trouve que ici, dans la gestion de la crise, on avait l'impression que le seul objectif, c'était de faire le moins de morts possible. Bon, le but est enfin, louable en soi, mais je trouve qu'il n'y a pas eu de véritable prise de distance, de calcul du risque, oui, sans véritable vue d'ensemble du problème, j'ai trouvé. Et donc, on a pris toutes sortes de mesures pour éviter la propagation de la pandémie, mais je trouve sans souvent prendre la mesure des effets collatéraux qui pouvaient résulter de ces mesures, notamment les dégâts liés à la solitude et à l'isolement de nos aînés. Ça, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas eu du tout de réflexion à ce sujet-là. Donc ça, c'était le deuxième élément qui m'a marqué, oui, par rapport, qui a été révélé par cette crise. Et puis, évidemment, en troisième lieu, je dirais que cette crise, elle a révélé aussi cette tendance qu'on avait dans notre société à délaisser les personnes les plus faibles, les plus fragiles, les plus lentes, en fait, les gens qui n'ont pas de poids, qui ne sont pas rentables économiquement, finalement. Hein. Donc, on les a vraiment relégués au second plan. Ça, j'ai trouvé que c'était aussi un troisième aspect mis en évidence par cette crise.